Amis de l'électronique, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la résonance. On va voir que c'est quelque chose qui est très utilisé en électronique, mais pas que d'ailleurs, vu que c'est un phénomène physique qui est, comme on va le voir aussi, tout à fait applicable à des phénomènes mécaniques, par exemple. Et c'est aussi un phénomène qui, de temps en temps, je vois dans certaines vidéos un peu cheloues, engendre des fois des fantasmes. C'est un petit peu comme les ressorts et les aimants. Il y en a qui pensent qu'avec la résonance, on va pouvoir créer des énergies libres plus ou moins gratuites. Et on va voir que ce n'est absolument pas le cas. C'est un vrai phénomène, on va le voir, la résonance, mais malheureusement, c'est pas ça qui fait qu'on pourra avoir de l'énergie gratos. Alors regardons ça de plus près. En fait, la résonance, c'est quoi? C'est, comme on va le voir, c'est quand un système va osciller à sa fréquence naturelle et que une source d'énergie externe vient amplifier et aider cette oscillation en fait. En physique, par exemple, on va avoir, comme on va le voir là tout à l'heure, on va faire une expérience avec un pendule. On a un système qui a sa propre fréquence d'oscillation et on va lui rapporter de l'énergie, ce qui fait que si on lui en apporte plus qu'il en perd, il va en accumuler de plus en plus. Et en électronique, c'est généralement quelque chose qui est fait avec un circuit LC, qui est formé, comme on va le voir, d'une self et d'un condensateur, qui, par leurs caractéristiques propres, qui sont un petit peu complémentaires, va aussi générer ce genre de système. La résonance, des fois, peut avoir des effets assez forts. Par exemple, on raconte souvent, alors je sais pas si c'est vrai, que par exemple, des soldats qui marchaient au pas sur un pont, pile à la fréquence de résonance, ont réussi à foutre le pont en l'air. On parle du fameux pont de Tacoma-Narrows. On voit cette vidéo où il se tord dans tous les sens et il finit par être détruit. Alors c'est une sorte de résonance qu'on va voir sur Wikipédia. C'est pas réellement la résonance pile, mais enfin bon, dans l'idée c'est un petit peu le même principe quand même. C'est une oscillation, on va dire naturelle, qui a été amplifiée à un point que ça a pu détruire le pont. Et il y en a eu d'autres qui ont été détruits comme ça. Enfin voilà, c'est des choses aussi qu'on constate. Par exemple, des fois, on s'aperçoit que quand on roule en voiture, à certains régimes moteurs, on va entendre des bruits, par exemple, qui vont vibrer quelque part. Et c'est exactement le même principe. Un régime moteur donné, quelque chose qui traîne, par exemple, dans la boîte à gants, va être soumis à une oscillation. Et vu que c'est une oscillation naturelle à une fréquence qui est très proche, ça va l'amplifier et on va avoir ce genre de bruit. Alors pour bien comprendre le phénomène, je vous propose de faire une petite expérience avec un pendule qui va vous montrer de façon très simple, avec cette expérience, qu'est-ce que c'est que la résonance. Voyons cela. Alors pour bien comprendre un petit peu ce phénomène, on va utiliser donc, comme je dis, une analogie mécanique que tout le monde connaît et qui est très facile à faire. L'expérience que je vais vous montrer ici, vous pouvez très bien la faire très facilement. Donc le principe, c'est de se baser sur ce qu'on appelle un pendule. Donc un pendule, ici, c'est tout bête, j'ai une lasse, ici cette boule, et là reliée par un fil à un point fixe. Et si je donne ici de l'énergie à ce pendule, on voit qu'il oscille à une certaine fréquence, et fréquence qui est donnée, on va dire globalement, ça peut être plus complexe que ça, mais on va dire par formule qui indique que la fréquence d'oscillation est déterminée par l'accélération de la gravité, la force de pesanteur, et la longueur ici du fil. La masse de l'objet, normalement, dans la plupart des cas, joue très peu. Donc voilà ici le principe donc du pendule. Alors ce qu'on peut voir, c'est que si je lance donc ce pendule, on voit qu'il oscille à une fréquence ici bien donnée, mais on voit qu'au bout d'un moment, il va arrêter d'osciller. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, donc je lui donne ici de l'énergie, c'est-à-dire avec mes muscles là, je lui donne ce qu'on appelle une énergie potentielle. Voilà. Quand je lâche, l'objet a tendance à vouloir tomber à cause de l'accélération de la gravité, donc mais il peut pas tomber complètement à cause du fil, donc il va transformer cette énergie dite potentielle, ce qu'on appelle en énergie cinétique, donc on va dire quelque part en quantité de mouvement. Quand elle arrive en bas, il a un maximum d'énergie cinétique et il n'a plus d'énergie potentielle, mais cette énergie, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et donc, si je laisse tomber un objet, cette énergie va se transformer en chaleur. Quand il va tomber, ici, voilà, il va éventuellement aussi se casser. Enfin, je rappelle que l'énergie, elle se transforme, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de création. Et donc, dans le cas du pendule, comme elle est ici maximum, là, il va vers quelque part, ce qu'on comprend intuitivement par l'élan, là, il va essayer de remonter.
et quand il va arriver en haut, il aura à nouveau retransformé son énergie cinétique en énergie potentielle, et le système recommence, et comme ça. Alors le problème, c'est que pourquoi au bout d'un moment il s'arrête? Parce qu'il y a des pertes. Il y a des frottements dans le fil, il y a des frottements dans l'air, et voilà, à force, ici, le système donc va perdre de l'énergie. Enfin voilà, donc ça, c'est quelque chose que, intuitivement, tout le monde comprend, c'est le principe de la balançoire. Alors c'est quoi la résonance? Alors la résonance, c'est on voit qu'ici, je bouge ici mon système très lentement, il bouge un petit peu, mais voilà, il se met pas à osciller. Si je le bouge ici très très vite en haut, on voit que pareil, il bouge quasiment pas. Par contre, si je bouge ici à une fréquence proche de l'oscillation naturelle du pendule, là on voit qu'il se met à osciller très fortement, alors que je bouge pas plus fort. La seule différence, c'est ici, là je bouge pareil mais très vite, ici je bouge pareil mais très lentement, alors que là, je bouge près de la fréquence d'oscillation naturelle. Voilà. Et en fait, ce qu'on comprend à ce niveau-là, c'est quoi? C'est que c'est un petit peu comme une balançoire, c'est qu'il a tendance donc à osciller naturellement, mais si à chaque oscillation, je lui redonne un petit quantum d'énergie, et que cette énergie est supérieure aux pertes, elle va bien s'accumuler dans le pendule. Et si à chaque oscillation, je lui redonne un petit peu d'énergie, chaque fois cette énergie va s'accumuler dans le pendule, et a priori, jusqu'à l'infini, dans la mesure où, je veux dire, tant que je lui donnerai plus d'énergie à chaque oscillation que ce qu'il perd naturellement, il l'accumulera. Voilà, donc la résonance, c'est ça. Par contre, généralement, comme les résistances augmentent avec, on va dire, la force des oscillations, toujours pareil, je simplifie, mais par exemple, la résistance de l'air, c'est quadratique, c'est-à-dire que la résistance de l'air augmente avec le carré de la vitesse. Donc, à un moment donné, il faudrait que je donne beaucoup plus d'énergie pour qu'il oscille encore plus. Mais ça n'empêche pas. En principe, si je continue à lui en donner tout le temps, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Enfin donc la résonance, c'est ça. Mais comme on peut le voir, la résonance ne crée pas d'énergie. C'est juste une accumulation. C'est juste parce que par rapport à son oscillation naturelle, à chaque oscillation, je lui en donne un petit peu. Tout le monde a déjà utilisé une balançoire. C'est exactement ce qu'on fait qu'une balançoire. Si à chaque fois que la balançoire arrive, donc en phase avec elle, vous lui donnez une poussée, même si cette poussée n'est pas très forte, ça va se balancer de plus en plus, et ainsi de suite. Donc voilà, la résonance, c'est ça. Mais il n'y a pas de création d'énergie. D'ailleurs, si à un moment donné, je voulais exploiter cette énergie, ça veut dire que quelque part, je vais freiner ce pendule. Si par exemple, je voulais en profiter pour, entraîner une dynamo, par exemple, et à ce moment-là, toute cette énergie, elle va repartir dans la dynamo. Mais voilà, si à un moment donné, je mets tellement de frottement que ça compense même pas les impulsions que je donne à chaque fois, il oscillera même pas, quoi. C'est voilà. Donc, comme on peut le voir, ce phénomène de résonance, même si des fois, comme j'ai dit, il fait fantasmer certains, il n'y a aucune création d'énergie. C'est juste une accumulation d'énergie dans un système. Donc voilà. Alors pour info, voilà la formule qui donne pour un pendule simple la fréquence d'oscillation. Et comme on peut le voir, elle est bien dépendante de la longueur du pendule et de la gravité, et le poids ne joue pas. De la même façon que Galilée a montré que deux objets qui tombent à la même vitesse, indépendamment de leur masse. C'est la fameuse expérience qu'on peut voir dans le vide, où une plume et un marteau tombent à la même vitesse. Alors, comme on l'a vu aussi, à cause des pertes, l'oscillation a tendance à diminuer. Je vous ai mis ici le schéma. Généralement, donc ça va être une oscillation de type sinusoïdal, et donc qui va être amortie dans le temps, car, encore une fois, il y a forcément des pertes et des frottements. Alors, dans le cas qui nous intéresse de l'électronique, on va généralement utiliser donc une self et un condensateur que l'on peut monter soit en parallèle, soit en série. Et je vous rappelle que c'est des composants qui finalement sont assez proches, avec des caractéristiques un petit peu opposées. Le condensateur va avoir tendance à s'opposer à une variation rapide de tension, alors que la self va avoir tendance, elle, à s'opposer à une variation rapide de courant. Et on comprend un petit peu que quand on les met comme ça en parallèle, je veux dire, ils sont un petit peu complémentaires. C'est-à-dire que là, quand on va appliquer une tension, la self, elle s'oppose au passage du courant, donc au début, c'est un peu comme si elle n'était pas là, donc le condensateur va se charger. Puis avec un certain décalage, la self, elle, va se mettre à absorber du courant, donc le condensateur va se décharger dans la self, et ainsi de suite. On retrouve bien un petit peu les deux systèmes, comme tout à l'heure, on avait l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Alors on peut aussi les brancher en série,
de telle façon ici, et on va retrouver des caractéristiques dans ce cas-là qui sont assez semblables, mais un petit peu opposées. En gros, quand on est en série à la fréquence de résonance, à la fréquence, on va dire, naturelle d'oscillation du système, à la résonance, l'impédance, elle est minimum, donc le courant est maximum, vu que l'impédance c'est la résistance quelque part, donc s'il est faible, le courant est maximum, alors que en parallèle, c'est l'inverse, c'est-à-dire que à la résonance, l'impédance elle est maximum, et donc le courant minimum. Donc voilà un petit peu le principe. Et je vous passe les démonstrations, je vous mettrai des liens en commentaire si vous voulez plus d'infos. Mais en gros, la fréquence de résonance se calcule dans les deux cas avec ce qu'on appelle la formule de Thomson, qui est que la fréquence est égale à 1 sur 2pi racine de LC, avec L en Henry et C en farad. Et c'est ça qui va avoir des tas d'applications en électronique, en particulier faire des filtres par exemple. Alors justement, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite manip pratique. Pour faire ça, j'ai fait ici deux montages qui consistent à avoir mis un condensateur de 100 nanofarad en parallèle avec une self de 10 millihenry, ou en série. Et pour bien qu'on voit les effets, j'ai mis avec une résistance en série de 10 kΩ. Pourquoi? Parce qu'avec une impédance de sortie de 50 ohms, on verrait très peu des variations ici d'impédance du circuit qui sont bien plus élevées. Donc là, j'ai mis donc cette résistance de 10 qui est avec, et on peut regarder que quelque part ça fait un pont diviseur entre cette résistance et ici l'impédance. Donc voilà, avec ces deux montages, je vous montrer des petites manips qu'on peut faire, que vous pouvez très bien faire facilement si vous avez un GNBF et un oscilloscope. Alors voyons cela. Alors examinons ce qui se passe justement si on envoie une petite impulsion sur un tel circuit LC, qui donc là est formé de cette self de 10 millihenry en parallèle avec un condensateur de 100 nanofarad. Et bien ce qu'on peut voir, c'est exactement comme mon pendule de tout à l'heure. L'impulsion ici donc lui donne cette pichenette, et derrière le circuit comme ça il oscille et jusqu'au moment où les oscillations vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même principe que le pendule. En gros, on va dire, ça charge le condensateur qui se décharge dans la self, qui elle-même, avec le déphasage, recharge le condensateur, et ainsi de suite. Mais alors, bien sûr, comme il y a des pertes, les oscillations vont en diminuant. Comme tout à l'heure, les frottements dans mon pendule faisaient qu'au bout d'un moment, il arrête de penduler. Ici, au bout d'un certain moment, ça arrête d'osciller. Et donc ça va le faire sur une fréquence qui est la fréquence d'oscillation propre du circuit LC, qui est donnée par la formule de Thomson. D'ailleurs, on peut voir quelque chose qui est intéressant, c'est que si ici, je mets des curseurs, voilà, et que je mets ici un curseur sur la première oscillation, on voit que je suis pas loin de 5 kHz, et 5 kHz qui est la fréquence calculée, justement, de résonance de ce circuit LC. On voit bien ici ce phénomène d'oscillation. Voilà, donc là je vous ai mis en même temps, on voit bien ici l'impulsion donc qui se stimule ce circuit oscillant, et on voit qu'après chaque impulsion, j'ai bien ici cette suite d'oscillations. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant je le stimule de plus en plus vite? Voilà, là je suis à 3 kHz, 4 kHz, et on voit que si je le stimule, on va dire à peu près à sa fréquence, je vais dire d'oscillation naturelle, je veux dire, il n'a pas le temps de rebaisser, vu que il fait bien ici sa première oscillation, on va dire, normale, et derrière, avant qu'il ait le temps de perdre, comme on a vu, de l'énergie, je lui en mets une poussée. C'est en gros, ça veut dire que je le pousse de façon synchrone, et on voit ici qu'il oscille naturellement sur sa fréquence de résonance. C'est exactement comme si vous avez une balançoire et que vous la poussez à chaque fois qu'elle revient, et avec une force qui est constante, et donc là, il y a un équilibre qui se fait, je veux dire, entre les pertes et la force d'énergie qui est faite à chaque fois, et on a donc ici cette oscillation. Si j'augmente la fréquence, voilà, on voit que là, je suis plus du tout en phase, et que je pousse plus ici, donc, dans la fréquence qui va bien, et je suis complètement, on va dire, pas synchrone, ce qui fait que je le pousse en gros au mauvais moment, quoi. On peut le voir un petit peu comme ça. Donc si maintenant on change de forme d'onde et on prend ici une stimulation sinusoïdale, on voit bien ici ce côté filtre. Là, on voit qu'à sa fréquence de résonance, les deux systèmes sont en phase, et
l'amplitude de sortie est maximale, et on voit que si j'augmente très vite, on voit que la sortie diminue. En jaune, c'est la stimulation, en rouge, c'est aux bornes du circuit LC. Voilà, donc là, je suis à la résonance, et pareil, ici, on voit que ça baisse. Donc on voit bien ici cet effet de filtre, et effet qu'on va pouvoir voir encore mieux en faisant ce qu'on appelle le diagramme de Bode, qui va permettre justement de regarder l'évolution de l'amplitude aux bornes de la self en fonction de la fréquence. Alors faisons ça. Voilà, donc là j'ai configuré donc l'oscilloscope. Là j'utilise le Siglent, donc SDS 814 XHD, qui a cette fonction de diagramme de Bode. Bon, je vous la montrerai plus en détail dans une future vidéo. Mais enfin voilà, en gros là je l'ai réglé pour faire une évolution de 100 Hz à 50 kHz. Et on voit très bien ici ce côté pic où à la fréquence de résonance, qu'on voit ici est bien de 5 kHz, l'impédance, est maximale. Donc ça fait bien ici ce pic, vu que comme l'impédance est élevée, il y a moins d'atténuation du signal, vu que là j'ai un pont diviseur avec ma résistance de 10K. Et on voit aussi au niveau de la phase, qui est en vert ici, que à la résonance, le déphasage est quasiment nul. On voit bien ici ce côté résonance, et qui, quelque part, on comprend bien, peut faire effet de filtre, vu qu'on voit très bien que là, les fréquences de 5 kHz dans ce filtre ici passent très bien, alors que les autres sont très fortement atténués. Alors on va voir aussi que là, je suis dans une configuration LC parallèle. Regardons ce que ça fait si je mets les mêmes composants, mais en série. Donc voilà ce que l'on obtient en mettant donc les mêmes composants en série. Donc là... le principe, dans ce cas-là, c'est que à la fréquence de résonance, l'impédance est minimale. En gros, quand c'est en parallèle, à la résonance, l'impédance est maximale, et ici, elle est minimale. Et donc, on a bien, quelque part, un petit peu l'inverse de ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, c'est moins marqué, parce que, bien sûr, avec les valeurs de pont diviseur que j'ai ici, les impédances font que ça fait quelque chose d'un petit peu moins marqué, mais on voit quand même bien à la forme de la courbe que plus la fréquence augmente en dessous de la fréquence de résonance, plus le signal est atténué, vu que l'impédance a tendance à diminuer. À la fréquence de résonance, elle est minimale, et donc l'amplitude est minimale, et après, ça remonte. Et on retrouve par contre le même phénomène au niveau de la phase, qui est qu'elle passe bien à 0, mais on voit que c'est inversé par rapport au diagramme précédent. Donc voilà, on voit très bien ici avec ces mesures, et donc ce circuit-là, on peut bien sûr aussi l'utiliser, mais il aura donc une fonction qui est différente. Selon ce que l'on veut, on peut les brancher en série ou en parallèle, mais on aura toujours quand même ce phénomène de résonance. Alors bien sûr, dans le circuit LC dont on vient de parler, quelque part, en théorie, c'est un condensateur et une self parfaite, mais malheureusement, dans la réalité, rien n'est parfait. Et les composants ont des défauts, on va dire, intrinsèques, en particulier les selfs, qui ont des résistances que l'on peut modéliser quelque part comme une résistance en parallèle ou en série avec, et qui vont bien sûr modifier un petit peu le comportement. Comme on l'a vu, quand je mettais une impulsion sur mon circuit, il était amorti. Et pourquoi ? Parce que justement, dans cette résistance, qui quelque part est une sorte de résistance de charge parasite, l'énergie va se dissiper dedans. Bon, en plus, il y avait la sonde de mon oscilloscope qui faisait une légère charge, mais c'est pas elle principalement la cause de cette diminution. On peut parler, dans le cas des circuits oscillants, de ce qu'on appelle le facteur de qualité, qu'on appelle Q, et qui va justement déterminer quelle est l'efficacité, en gros, entre l'énergie qui va être stockée à l'intérieur et l'énergie qui va être dissipée. En gros, si on ramène ça au pendule mécanique, ça revient au frottement. Moins un pendule aurait de frottement, meilleur serait son facteur de qualité. Et donc, on le définit grâce à cette formule, sachant que R est justement une résistance qu'on peut quelque part modéliser comme l'ensemble de toutes les résistances qui vont justement limiter la qualité de l'oscillateur. Donc si le facteur Q est important, ça veut dire qu'il va y avoir peu de pertes et un faible amortissement, alors que si le facteur de qualité est mauvais, il va y avoir beaucoup de pertes. Et quand, comme on l'a vu, on l'utilise comme un filtre, on a bien vu ça avec le diagramme de Bode, le facteur de qualité va énormément jouer sur justement la bande passante. En gros, plus le facteur de qualité sera bon, plus ici, on va avoir une sorte de pic qui sera, on va dire, marqué et élevé quelque part. Et ça joue donc directement sur ce qu'on appelle la largeur de bande, qui est ici ce qu'on appelle la bande à -3 dB ici.
Et en gros, si on a un circuit oscillant avec un bon facteur de qualité, bah, il sera, on va dire, très pointu quelque part et très sélectif, alors que s'il est très amorti, bah, il sera beaucoup moins sélectif. Pour ça que généralement, on essaye d'avoir de bons facteurs de qualité. Et pour faire ça, bah, il faut généralement avoir des selfs qui elles-mêmes ont des bons facteurs de qualité, c'est-à-dire, en gros, des résistances faibles. Et je rappelle que les résistances, c'est pas simplement dû à la résistance des fils, mais aussi à la résistance du fil en haute fréquence. C'est le fameux effet de peau. C'est pour ça que des fois, on utilise des techniques comme ce qu'on appelle le fil de Litz, qui permet d'avoir plusieurs fils en parallèle, vu que en haute fréquence, le courant ne se déplace qu'à la surface des conducteurs. Donc ça sert à rien de mettre un fil très épais. Je veux dire, vu qu'il y a que la surface du conducteur qui va être utilisée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on cherche toujours à avoir des bobines avec des bons facteurs de qualité, surtout en haute fréquence, si on veut des filtres sélectifs. Alors justement, c'est une question qui revient souvent. Je veux dire, comme dans la formule, on voit que il y a plusieurs combinaisons de L et C pour avoir les mêmes fréquences de résonance. C'est-à-dire que, par exemple, là j'ai pris 1 nanofarad et 10 millihenries, mais j'aurais pu prendre 1 millihenries et 1 microfarad. Dans les deux cas, la fréquence de résonance sera la même. Alors ce qui va jouer, c'est quoi? Il y a la taille et le coût des composants. En gros, généralement, pour ce qui va être haute fréquence, on prendra plutôt des petites inductances et des grandes capacités. D'abord parce que c'est plus économique et compact. Et en même temps, justement, ça permet d'avoir souvent des facteurs de qualité meilleurs. Alors que quand on va avoir des problèmes de taille de condensateur, ce qui va être plutôt le cas des circuits basse fréquence, c'est un petit peu le contraire. Comme on l'a vu, le facteur de qualité est très important et va dépendre des pertes. Souvent, les inductances de grande valeur, elles ont beaucoup de fils, donc beaucoup de pertes. Ce qui veut dire qu'elles ont des mauvais facteurs de qualité. C'est pour ça que très souvent, on va plutôt privilégier dans certains cas des selfs plutôt faibles plutôt que des selfs élevés. Et de même, au niveau des condensateurs, on essaiera aussi d'avoir des condensateurs de très bonne qualité, justement limiter les pertes. En même temps, l'impédance du circuit à la résonance, elle va dépendre aussi un petit peu de ce rapport. Si on veut une impédance élevée, on va plutôt prendre L grand et C petit, et sinon, l'inverse, quoi. En règle générale, ce qu'on peut dire, c'est que en audio, on prend plutôt des inductances importantes et des petits condensateurs. Pour tout ce qui est haute fréquence, on prendra plutôt des petites inductances et des grandes capas. Voilà. Sachant qu'il faut aussi prendre des composants qui sont aussi, par exemple, de bonne qualité. Là, je vous ai mis un exemple d'un condensateur Mica, qui est un condensateur qui est très stable. Parce que c'est pareil, si on prend des composants qui vont avoir tendance à varier beaucoup avec la température, par exemple, ou l'humidité, ça va faire que, par exemple, un oscillateur ou un circuit accordé risque de bouger. Voilà donc pour cette présentation de vulgarisation sur le phénomène de résonance qui, comme on le voit, est très utilisé en électronique et permet aussi, j'ai oublié de le dire, éventuellement aussi d'avoir des tensions supérieures dans la mesure où, c'est toujours pareil, si petit à petit on amène plus d'énergie dans un circuit oscillant comme ça que ce qu'on en consomme, à la limite, il va en accumuler, donc c'est tout à fait possible de retrouver au bord d'un tel circuit une tension qui est bien supérieure à la tension de l'excitation. Mais encore une fois, ce n'est le cas que parce que on a une consommation qui est moindre. Dès qu'on voudra utiliser cette énergie, ça s'écroulera. Mais c'est quelque chose, par exemple, qui est utilisé, je vous avais montré ça, dans les buzzers piézo, par exemple, des fois, où grâce à la résonance, on va pouvoir avoir des tensions beaucoup plus élevées, ce qui améliore le rendement de ce genre de buzzer. Enfin voilà. Bon, comme d'habitude, je rappelle que moi je fais pas des cours, c'est une vidéo de vulgarisation pour que des débutants justement appréhendent un petit peu bien ce que c'est que ce phénomène sans tout de suite tomber dans des tas de formules mathématiques. Mais comme d'habitude, si vous voulez approfondir, je mettrai en commentaire de la vidéo des liens sur des pages où vous aurez toutes les démonstrations mathématiques, les formules et tout. Et si ça vous intéresse, je vous conseille bien sûr d'approfondir tout ça. Tiens, Caroline, t'as pas l'air contente, qu'est-ce qui va pas? Ça te va pas parce que Maurice a dit qu'il allait faire un plan à 3. Et alors, c'est plutôt sympa, non? Non, parce que tu fais pas partie des 3. Ah, ouais, en effet, dans ces conditions. C'est pas top. Faites de belles oscillations et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.